Bonjour à toutes et tous. Donc, nous sommes réunis ce soir pour la sixième conférence organisée dans le cadre des 75 ans de l'informatique en France. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Frédéric Groschamp, qui est un chercheur du LIPSIS. C'est un chercheur CNRS qui travaille sur, oh surprise, l'informatique quantique et qui va nous parler aujourd'hui de calcul mécanique au calcul quantique, pour raconter un petit peu comment les choses ont progressé. Merci à toi, Frédéric, et je te laisse la parole. Merci Fabrice. Donc, c'est vraiment pour faire la transition. En fait, ma spécialité, c'est le calcul quantique. Donc, sur la fiche, vous avez ici quelque chose qui représente le calcul mécanique, qui est un extrait d'une figure de la thèse de Louis Couffignal, qui a été à la fondation du premier institut Blaise Pascal, qui nous permet de compter les 75 ans, dans les années 46, et la thèse date des années 20. Mais ce n'est pas vraiment ma spécialité, j'en parlerai un peu au début parce que je trouve ça intéressant, mais c'est plus un hobby de mon côté, cet intérêt. Donc je dirai sans doute beaucoup de bêtises, j'essaie de ne pas en dire, mais ne me faites pas trop confiance. Et il y a quand même pour moi un lien avec le calcul quantique, dans le sens que le calcul quantique, l'information quantique, ces 20-30 dernières années, on fait reprendre vraiment conscience, au moins certains, que les notions de calcul sont vraiment physiques, sont liées à la physique. Ce n'était pas explicite, mais c'était implicite dans beaucoup de choses. Et même dans la base de notre civilisation. C'est-à-dire que si vous revenez même à la notion de base du calcul, le nombre est quelque chose de matériel. 1, 2, 3, et donc ça, ce sont des jetons mésopotamiens qui servaient à compter il y a 6000 ans à peu près. Et ça servait à dire... à compter, à savoir, si je te prête 4 moutons pour le troupeau, ben, il y a un ensemble de 4 jetons qui représentent les moutons. Et au cours du temps, après, pour garder ces jetons, puisque ces comptes, c'était un contrat, donc il l'enfermait dans une bulle d'argile, et à la fin, quand il y avait une contestation, quand je te rends 3 moutons, mais que tu m'en as donné 4, et moi, c'est pas vrai, on avait qu'à casser la bulle d'argile pour compter les moutons. Et après, ils se sont dit, c'est quand même compliqué de casser la bulle à chaque fois, donc ils ont fait des marques. Et puis après, il fallait savoir si, et puis des symboles différents, si c'était 4 moutons ou 3 vaches, et ainsi de suite. Et c'est, si on avance de 2000 ans, donc ça c'est une tablette paléo-babylonienne, donc de Suse, mais c'est vraiment la base de l'écriture mésopotamienne. Les archéologues et les Égyptiens se disputent pour savoir quelle est la plus ancienne des écritures. Pour l'instant, c'est l'écriture cunéiforme, mais ça dépend des découvertes archéologiques. Tous les égyptologues diront il nous manque quelque chose, mais on est sûr que c'est nous. Enfin, c'est le truc habituel. Mais l'écriture égyptienne, elle apparaît presque déjà formée. On n'a pas de reste archéologique. L'écriture mésopotamienne, on voit la transition dans l'archéologie entre ces jetons et puis l'écriture qui sert à écrire des textes, etc. Mais au départ, c'était un moyen de calcul. Cette tablette-là, c'est une tablette d'inverse. En base 60, dans leur notation en virgule flottante sans virgule, où ils apprenaient par cœur les inverses qui leur permettaient de faire des divisions. Enfin, ils transformaient le problème de la division, avec la table, ils le transformaient en un problème de multiplication. Donc c'est quelque chose quand même de... Donc là, c'est quelque chose qui se rapproche, enfin c'est pas notre méthode, mais notre manière de calculer. Après, il y avait une part non écrite du calcul dont on ne sait pas grand-chose. On pense que c'était des abaques, mais on n'en est pas sûr. Donc les abaques, c'est de nouveau quelque chose de matériel. Et si vous avancez de 2000 ans, les abaques, ça a duré longtemps. Donc là, vous avez un sarcophage romain, et dans un coin, il y a quelqu'un qui compte avec un abaque. Et c'est des bouliers qui sont encore utilisés, notamment en ex-Union soviétique, en Chine. Donc c'est un moyen de calculer. Alors tout ça, ce n'est pas des ordinateurs, ce n'est pas des calculateurs, c'est des instruments de calcul. Donc en parallèle, ah oui, je vais parler ici que de calcul numérique. À côté, il y a le calcul analogique où il y a des histoires semblables qui se passent tout du long. C'est des instruments de calcul, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit... C'est des aides-mémoire. Enfin, quand vous utilisez un boulier, vous avez des règles et c'est vous n'écrivez pas juste 125 plus 37, ça vous donne le résultat. Il faut que vous le manipuliez selon certaines règles, mais c'est quand même plus facile que de le faire de tête. 125 plus 37, vous pouvez le faire, mais quand vous faites des longues comptabilités.
Mais donc ça, c'est pour dire que le calcul, il est vraiment matériel. Et un progrès qui a suivi, enfin, c'est des techniques de ce genre-là qui ont été utilisées quasi exclusivement jusqu'au XVIIe siècle, et même et qui sont encore utilisées parfois aujourd'hui. Et au XVIIe siècle, donc ça, c'est la pascaline. Donc c'est une première machine à calculer où vous avez des roues à 10 positions, et en les bougeant, un système d'engrenage qui vous permet de faire, je ne sais pas si vous avez les 4 opérations, vous avez au moins les additions et soustractions. Après, il y a des choses compliquées dans la pascaline. Elle n'a pas bien marché, parce que si vous avez 9999 et que vous rajoutez 1, rajouter 1, c'est difficile mécaniquement, parce qu'il y a la retenue qui va se propager. Donc il y a eu beaucoup de travaux mécaniques pour améliorer ces choses-là. Et je veux dire, ça a culminé dans les années 60-70, enfin, c'est avec la Curta, enfin, qui est sortie... l'histoire de la conception de la Curta, c'est tout... Ça pourrait faire une série Netflix, je pense, parce qu'il y a... Et vraiment pas que pour les geeks, hein, parce qu'elle a été conçue par quelqu'un dans un camp de concentration, enfin, il y a des... ce qui lui permettait de survivre. Et donc ça, c'est une machine à calculer qui fait les 4 opérations. C'est quelque chose de purement mécanique et qui a la taille, grosso modo, d'un objectif d'appareil photo, enfin d'un appareil photo réflexe. Donc c'est quelque chose qui tient dans la main comme ça. Et c'est le summum de la machine à calculer mécanique. Vous glissez avec vos doigts, vous mettez vos chiffres ici, et puis vous tournez la manivelle, et s'affiche sur ces chiffres ici autour le résultat de votre opération. Donc c'était quelque chose qui était effectivement utilisé. Alors maintenant, aujourd'hui, il y a des héritiers de ça. Je veux dire, le fait que ce soit mécanique, au lieu d'avoir une roue qui a 10 positions, on peut avoir un registre électronique qui a 10 positions, ou quelque chose de binaire, mais beaucoup de machines à calculer électroniques sont en interne en base 10, même si, voilà, ma dernière version, moi j'ai étudié avec des machines à calculer électroniques à cristaux liquides. Bon, la dernière version de calculatrice, c'est celle-là, elle est sur mon téléphone. Donc là, derrière, elle n'est plus en binaire, elle est plus en décimale, pardon, elle est en binaire. Mais après ça, c'est presque de la triche. Parce que, ne serait-ce que pour dessiner ce rond-là, je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de calculs sur l'écran de mon téléphone portable, il y a beaucoup plus de calculs que ce que je taperais vraiment de choses à faire dedans. Ça, vous utilisez une machine universelle, un ordinateur, pour faire des calculs très très simples. Mais toute la puissance est dans l'interface, etc. Donc ça, c'est le... Mais par contre, c'est quand même beaucoup plus léger que ça. Et on l'a toujours... C'est le poids du logiciel, donc c'est très très léger. Donc... Mais tout ça fonctionne... Alors ça, c'est... Derrière, on utilise l'universalité de l'ordinateur pour pouvoir faire ça. Et en fait, donc je reviens en arrière par rapport à ces deux-là. L'idée qu'un ordinateur, c'est universel, enfin, on peut faire beaucoup de choses, ça remonte à Turing en 1936. Alors, je dis une machine peut calculer, c'est un peu triché. Parce que la question de Turing c'était un mathématicien, et la question qui se posait, c'est comment... Il raisonnait, il voulait traduire en équation le fait qu'un mathématicien raisonne. Donc, il voulait traduire de manière en équation un raisonnement mathématique lui-même. Et il a fait un modèle de ce qu'il appelait un computer, qu'on pourrait traduire en français à peu près par une calculatrice. Mais à l'époque, une calculatrice, c'était une personne, en général une femme, qui était employée pour faire des calculs selon les instructions de scientifiques ou d'ingénieurs. Donc, ce n'est pas juste les 4 opérations, mais c'était découpé en... Enfin, c'est pour résoudre une équation différentielle. Si vous avez vu le film sur les figures de l'ombre récemment, qui est centré sur les calculatrices de la NASA, pour résoudre les équations différentielles de trajectoire, il découpait le truc à la main, et faisait le calcul, etc. Et avait dit, le calcul, c'est un ensemble de symboles sur une bande, et il y a ma machine de Turing au début, qui représente ma calculatrice, qui va lire les symboles, changer sa mémoire, et en fonction de ce qu'il lit, changer ce qu'on écrit sur la bande, et bouger de gauche à droite, etc. Et maintenant, quand on relit l'article de Turing, on le lit en disant, c'est un bon modèle de computer, mais computer, c'est plus une calculatrice, une personne, mais computer, c'est un ordinateur. Et cet article, enfin,
ça n'a pas forcément été à la base de la construction des ordinateurs dans les années 40, mais ça fait partie de du même mouvement scientifique. Et fondamentalement, un ordinateur ne fonctionne pas comme une machine de Turing, mais il y a toujours cette idée, donc c'est plutôt une machine de von Neumann, on lit dans la mémoire, en fonction de la mémoire, on agit, et on réécrit dans la mémoire, et ainsi de suite. Et d'un point de vue plus théorique, tous les modèles qui ont été faits de ce qui est calculable ou ce qui ne l'est pas depuis Turing se sont retrouvés équivalents. Ce qui est calculable, c'est la même chose. Donc c'est ce qui s'appelle la thèse de Church-Turing. Et après, c'est posé la thèse a été renforcée. C'est-à-dire qu'il y a une thèse de Church-Turing forte qui dit tout modèle raisonnable de ce qui est calculable va calculer à peu près dans le même temps. Vous allez avoir, vous ne pouvez pas avoir une machine qui va être beaucoup, beaucoup plus puissante que la machine de Turing. Alors, beaucoup, beaucoup plus puissante, c'est un modèle théorique, c'est exponentiellement plus puissante. C'est dans le même temps un facteur polynomial près. Enfin, c'est des choses de théoriciens. Il y a encore beaucoup de place pour optimiser les modèles de calcul, et notamment la machine du Turing est quand même assez inefficace pour beaucoup de choses. On peut faire quelque chose qui va quadratiquement plus vite, mais pas exponentiellement plus vite. Bref. Donc, et c'est une... Alors, la thèse de Church-Turing forte, c'est quelque chose qui fait partie du ce qu'on appelle dans la communauté scientifique du folklore. C'est des choses qui sont sorties de discussions à la suite de conférences, et c'est très difficile de trouver de quand date l'idée. Il n'y a pas de première publication de ça, mais elle est référée, beaucoup de monde s'y réfère dans les années 80, etc. Et jusqu'à 84, c'était vrai. Je veux dire, tous les modèles trouvés étaient polynomialement équivalents à une machine de Turing. Il y avait quelques exemples, mais il y a un exemple qui permettait de calculer, on peut calculer plus vite avec les lois de Newton, mais ça suppose des masses ponctuelles. Il y a toujours des infinis qui se cachaient. Et en fait, et c'est là où je vais passer, enfin, en 84, en fait, a été définie une machine de Turing quantique, donc je vais revenir dessus pour dire qu'est-ce que ça veut dire quantique d'abord, et qui n'est vraisemblablement pas équivalente à une machine de Turing. Alors vraisemblablement, c'est parce qu'en théorie de la complexité, on ne prouve rien. Enfin, il y a très peu de choses qui sont prouvées, et après, c'est des équivalences, etc. Bon, mais ça, c'est pas... Enfin, c'est des détails techniques. Alors, alors, avant de rentrer sur ce que c'est qu'un ordinateur quantique, il faut que je dise ce que c'est que la physique quantique. Et en fait, c'est une évolution de la physique qui a démarré en 1900, et fondamentalement, c'est la physique des systèmes microscopiques, de l'infiniment petit, si vous aimez les grands mots, au niveau des atomes, des photons. Alors, 1900, c'est le 24 décembre 1900, ça commence avec une publication de Planck, qui trouve un modèle qui donne la couleur des braises en fonction de leur température, le rayonnement du corps noir. Ça semble un modèle complètement abstrait, un problème de physicien, mais il y a une petite constante bizarre dans un coin, la constante de Planck, et en essayant de comprendre comment ça marche, on s'est rendu compte que les atomes, les photons, se comportent de manière fondamentalement différente que des objets classiques. Il a fallu de 1900 à 1927 pour trouver une formulation cohérente de la physique quantique. Et sur ce premier quart du XXe siècle à peu près, tous les grands noms de la physique, alors c'est peut-être tous ceux qui sont intéressés sont devenus grands noms de la physique, je ne sais pas dans quel sens ça va, mais la physique quantique, c'est vraiment, contrairement à la relativité d'Einstein, c'est vraiment une œuvre collective dès le départ. Le problème était vraiment difficile à comprendre. Et ce qu'il faut savoir, c'est une tarte à la crème des cours de physique quantique, c'est au cœur des révolutions technologiques depuis l'invention du transistor. Ça, je l'ai eu, etc. Sauf que l'invention du transistor, c'est en 1948. Et si on regarde, là, j'ai la chance d'avoir
récupéré auprès de mon grand-père un cours de Louis Le Prince-Ringuet, un cours de physique quantique de 1939, donc avant le transistor. Et déjà à cette époque, il dit que les phénomènes photoélectriques, qui sont quantiques à la base, donc en dehors de l'intérêt pour la connaissance de la structure de la lumière et de la matière, donc en dehors de l'intérêt fondamental, ont déjà reçu de nombreuses applications pratiques qui sont à la base des relais par cellules photoélectriques, des dispositifs de télévision, etc. Il faut savoir que la télé et la cellule photoélectrique, en 1939, c'est la haute technologie révolutionnaire. Enfin, la télé, ça n'existe pas, c'est des projets de recherche. Voilà. Et bon, plus tard, dans le même cours, il parle aussi d'envisage d'application possible de la fission de l'atome. Enfin, il y a pas mal de choses. Et si vous regardez beaucoup de révolutions technologiques, pas toutes, reposent fondamentalement sur la physique quantique. Donc, l'énergie nucléaire, souvent on la passe sous silence. On peut dire que c'est bien, c'est mal, mais on ne peut pas nier que ça ait changé beaucoup de choses dans l'histoire du XXe siècle et dans la vie courante au XXe siècle. Donc le transistor, je ne sais pas combien de milliards de transistors il y a dans cette pièce, vu le nombre de circuits intégrés qu'on trimballe dans nos poches. Le carbone 14, ça révolutionne pas seulement les trucs qu'on met dans la technologie. Le carbone 14, qui a révolutionné l'archéologie, c'est quelque chose de physique nucléaire et qui permet, qui a peut-être servi à dater les tablettes mésopotamiennes que je montrais avant. Ça, je n'ai pas suivi les papiers, mais ça, notre vision du passé ancien est modifiée aussi. Alors, c'est accessoire, si je puis dire. Ce n'est pas un effet direct de la physique quantique, mais c'est des changements profonds. Le laser, l'imagerie par résonance magnétique, si vous allez faire une IRM, je ne vous le souhaite pas, hein, mais si vous avez besoin d'en faire une, je vous le souhaite. Voilà. Les disques, pour prendre quelque chose de plus récent, les disques à magnétorésistance, les disques durs à magnétorésistance géante, les têtes de lecture, alors oui, ici il y a encore un disque dur qui tourne dans cette machine, mais les têtes de lecture de disques durs, comme les bits sont écrits de manière très très petite, il faut des têtes de lecture très très sensibles au champ magnétique. Et c'est des effets de spintronique qui changent. Donc partout autour de vous, dans cette pièce ou ailleurs, le monde est modelé par des conséquences de la physique quantique. Et tout ce dont je parlais, c'est ce que certains appellent maintenant la première révolution quantique. C'est on regarde des effets quantiques pour comprendre ce qui se passe, et à la fin, on regarde, par exemple, pour le carbone 14, on se moque de ce qui se passe sur un atome de carbone. On regarde des milliards d'atomes, ou même des moles d'atomes de carbone 14, c'est des millimoles, et avec leur désintégration qui dépendent de la physique nucléaire, on compte le nombre au bout d'un certain temps. Donc, mais si on regarde des phénomènes collectifs, enfin, pareil pour tous ces exemples-là, c'est des effets collectifs parce qu'on ne peut pas regarder, on ne pouvait pas regarder une particule unique. Au point qu'une autre tarte à la crème des cours de physique quantique, mais qui n'est plus vraie depuis 20-30 ans, c'est oui, ok, quand vous regardez les résultats, ce que les équations donnent si vous avez un atome unique, ça vous donne des trucs bizarres et absurdes. Mais je crois que c'est Schrödinger qui a dit ça, mais on s'en fout, on n'aura jamais un atome tout seul sous la main, pas plus qu'on aura un ichthyosaure dans un zoo. Un ichthyosaure, c'est un reptile marin de l'époque des dinosaures. Il se trouve que maintenant, on a ces particules uniques et on voit qu'elles se comportent, ce n'est pas juste un effet de moyenne. Elles se comportent bizarrement. Et c'est ce qui amène à la seconde révolution quantique depuis les années 80, où on manipule des atomes et des photons un par un. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, sauf pour... non, je l'ai déjà fait à la personne dans la salle, à qui je pensais. Mais je ne vais pas vous faire un cours de physique quantique, mais ce qui se passe en physique quantique, c'est quand on regarde un objet, on ne peut pas mesurer l'état d'un objet, regarder un objet sans le perturber. Et il y a plein de choses... c'est des choses difficiles à expliquer en mots, mais qui s'écrivent très bien en termes d'équations. Et beaucoup d'intuitions sont... beaucoup de choses qui nous semblent évidentes ne le sont plus du tout. Alors, en 80... Alors, attendez, j'ai oublié...
Et donc l'un des points, c'est que la théorie des probabilités n'est plus valide. Quand vous faites une théorie, si vous avez fait un peu de probabilité, en fait, on regarde l'ensemble des cas possibles et on les compte. La physique quantique, c'est ça nous donne directement une théorie ça nous permet de calculer directement des probabilités. Et donc, si la théorie des probabilités n'est plus valide, ça pose plein de questions d'ordre philosophique. Les questions d'ordre philosophique, je m'en méfie beaucoup. Pourquoi ? Parce que je suis physicien travaillant dans un laboratoire d'informatique. A priori, un physicien ou un informaticien, c'est pas un philosophe. Mais comme il y a des trucs bizarres, on se pique de philosophie, mais quand on se pique de philosophie, on est un mauvais philosophe. Et j'ai essayé de discuter avec des philosophes des sciences, et c'est rare qu'ils aient une bonne compréhension de la physique quantique. Donc beaucoup de physiciens ont dit n'importe quoi en prétendant de faire de la philosophie des sciences sur la physique quantique. Donc il faut s'en méfier. Mais l'avantage, c'est que depuis qu'on manipule des particules uniques, on peut traduire des questions, puisque c'est des choses qui se comportent bizarrement, c'est très tentant de jouer avec, au moins pour les théoriciens, et même pour les expérimentateurs. Et puis qu'on les manipule, on peut essayer de trouver des applications à ces particules et qui nous donnent des moyens de se poser des questions proches de ces questions d'ordre philosophique, mais en restant dans un cadre opérationnel et scientifique, ce qui limite le nombre de bêtises qu'on peut dire. On peut toujours en dire, je ne connais pas de barrière universelle à la bêtise. Alors un exemple qui est pratiquement fondateur, c'est le protocole de Bennett et Brassard en 1984, où ils sont partis de l'idée que oui, mais puisqu'on change l'état d'une particule quand on le mesure et on ne peut pas extraire toute l'information de cette particule pour des raisons fondamentalement physiques, eh ben on peut s'en servir pour cacher des messages secrets dans l'incertitude quantique. Et ça permet de faire un protocole de cryptographie quantique. C'est un protocole de cryptographie qui repose sur des hypothèses complètement différentes des protocoles qui sont utilisés par votre ordinateur quand vous discutez avec votre banque. Donc pour moi, rien que ça, c'est très intéressant. Après, se pose la question de savoir si c'est économiquement intéressant, technologiquement intéressant. Il semblerait que oui, mais ça, c'est une autre question. Et on se met à se poser des questions et on arrive dans quelque chose que j'aime beaucoup dans le domaine de l'information quantique, où on se pose à la fois des questions très pratiques. Est-ce que c'est économique d'envoyer des messages secrets et utiles en utilisant des photons uniques? Et si ça l'est, dans quelles circonstances? En touchant des questions très fondamentales sur la nature de la lumière, la nature des particules, de la théorie des probabilités, la nature de la physique. Et tout ça de manière très intimement liée. On ne peut pas se poser l'une question sans toucher à l'autre. Alors, si je reviens au modèle de machine de Turing de tout à l'heure, j'avais dit, voilà, la machine de Turing, où chaque ordinateur écrit des choses dans votre mémoire, dans la mémoire, va les lire, modifier, etc. Mais va lire dans la mémoire, ça veut dire qu'on fait, dans le sens de la physique quantique, une mesure. Or, la machine de Turing, elle suppose, si je lis la case, je lis ce qu'il y a sur la case. Et je m'en fous. Ça ne sert à rien que je ne la lise pas. Et donc, en 1984, David Deutsch a essayé de construire un modèle de machine de Turing quantique. Et grosso modo, au début des années 80, un certain nombre de personnes se sont dit « Ah, ce modèle n'est pas bon puisque la réalité est quantique, il faut un modèle quantique. » Ce à quoi les informaticiens ont sans doute répondu « Essayez, mais comme tout le reste, on va retrouver sur le même type de modèle qui aura la même puissance de calcul. » Et il y a cette question fondamentale, est-ce qu'un modèle quantique change quoi que ce soit? Et je pense que l'intuition des physiciens, c'était « je pense pas, et c'est un problème d'informatique, c'est pas un problème de physique, pourquoi on s'embête avec ça ?» Et la question des informaticiens, c'est pourquoi ça changerait quoi que ce soit? Toutes les tentatives depuis les années 30 de définir ce que c'est qu'un calcul ont abouti toujours, ce qui n'est pas évident, aux mêmes classes de complexité, aux mêmes notions, etc. Mais il y a un problème connu de tous ceux qui modélisent des systèmes quantiques, c'est, au moins de manière implicite, et c'est celui-là. Si je prends un système simple, je prends 7 électrons.
C'est tout petit, cet électron. Je peux prendre 7 neutrons si vous êtes gêné par un truc chargé. Je prends 7 particules, chaque électron, et je m'occupe que de leur spin. Alors le spin, c'est quelque chose qui peut prendre 2 valeurs. Enfin, le spin d'un électron peut prendre 2 valeurs. Donc c'est l'équivalent de 7 bits. C'est un truc tout petit, j'ai 7 particules qui peuvent prendre 2 valeurs. Et si je veux décrire son état, je veux écrire l'état de ces 7 électrons avant de regarder comment ils interagissent avec leur champ magnétique. Ah ben c'est simple, hein. C'est un vecteur et j'ai quelques coefficients à trouver. Donc voilà, j'ai alpha 0, alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à alpha 127. J'ai ce nombre de nombres complexes, donc j'ai 128 nombres complexes à trouver, 2 puissance 7 nombres complexes. Alors j'ai une normalisation et une invariance de phase, ça me réduit ça à 127 nombres complexes, donc 254 nombres réels. C'est juste 7 électrons. Donc après, il y a la précision. Et donc, j'ai pris 7 parce que c'était ce qui tenait sur le transparent. Et en fait, c'est un problème fondamental qu'a remarqué Feynman dans les années 80. C'est que modéliser un système quantique, c'est quelque chose de difficile parce que si j'ai n électrons, j'ai 2 puissance n nombres complexes. J'ai quelque chose d'exponentiel. Donc si on dit ça j'imagine un dialogue entre physicien et informaticien à ce moment-là, la thèse de l'informaticien pour expliquer ça, c'est oui, mais c'est que vous n'avez pas trouvé la bonne manière. Et en fait, toute la physique telle que j'ai appris, c'est trouver les symétries du système physique pour trouver des relations entre ces alphas, pour que dans beaucoup de systèmes, il y ait beaucoup moins de paramètres à étudier. Mais en toute généralité, on peut construire des systèmes où il faut vraiment tout explorer. Et là, j'avais dit 7 électrons. Évidemment, si j'en prends 50, ça en fait un peu plus. Donc, je ne vais pas compter le nombre de chiffres, hein, mais... Et en fait, c'était l'idée de Feynman. Il dit, mais fondamentalement, avec un modèle de calcul quantique, faut que, si j'ai n particules, il faut que les ressources nécessaires soient proportionnelles au système physique. Ou au mieux polynomial, mettons, mais pas exponentiel. Et donc, l'idée de Feynman, c'est qu'il faut fabriquer un ordinateur quantique et trouver la théorie. Évidemment, je pense que quand on a dit ça, il y a plusieurs explications possibles. Il y a l'hypothèse de Feynman qui est physicien, fondamentalement, c'est dire les informaticiens ne savent pas ce que c'est qu'un ordinateur. Je caricature. J'imagine que les informaticiens qui étaient voir en disant ça, ils disent non, c'est vous les physiciens qui ne savent pas ce que c'est que la physique. Vous n'avez pas trouvé la bonne représentation, et il y a plusieurs représentations équivalentes, etc., qui ont tous ce problème-là. C'est les physiciens qui ne savent pas calculer. C'est les deux hypothèses. Et on n'a pas de preuve que la physique quantique qu'on utilise est la seule... Alors, c'est de la physique, donc ça dépend de l'expérience. Le modèle, à la fin, est très simple mathématiquement. Donc il est bon. Enfin, il me semble qu'il est bon, ou à quelques approximations près. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas derrière des symétries qu'on n'a pas vues qui feraient qu'on pourrait le simuler beaucoup plus simplement qu'en écrivant les 2 puissance n coefficients de l'espace vectoriel. Et en fait, donc, en avançant un peu, après Feynman, il y a David Deutsch qui a trouvé un modèle théorique de machine de Turing quantique, mais se posait toujours la question, à part la simulation de la physique quantique, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc je vous passe les algorithmes intermédiaires. Mais en 1994, Shor trouve un algorithme de factorisation qui est exponentiellement plus rapide que les algorithmes classiques. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur quantique, vous avez quelque chose qui factorise des grands nombres beaucoup plus vite. Donc je reviens après pour ce problème. Mais pour moi, ça, c'est un point très important et qui marque... Enfin, ça marque la barrière. Avant 1994, l'information quantique, c'est vraiment un domaine très marginal. C'est quelques chercheurs qui s'intéressent à ces questions fondamentales. Et quand je dis quelques, je crois que j'ai trop de doigts pour tous les nommer. Ceux qui sont vraiment intéressés au problème du calcul quantique avant 1994. J'ai peut-être même une main suffit peut-être. À partir de là, il y a peut-être quelque chose d'intéressant.
Et c'est à ce moment-là que l'information quantique commence à devenir importante. Et en termes d'application. Et plus récemment, en 2019, fin 2019, l'équipe de Martinis chez Google a fait la réalisation d'un calcul sur 53 qubits qui est complètement infaisable classiquement. Alors, il se trouve que... qui à l'époque était considéré comme infaisable classiquement. Il y a eu des améliorations parce qu'il se trouve que ce calcul-là était complètement inutile. Le but de ce calcul, c'est une question d'exploit technique et étape intermédiaire pour faire un vrai ordinateur quantique capable de factoriser des grands nombres. Donc c'est une étape intermédiaire. Alors comme il regarde un calcul infaisable classiquement adapté au hardware, il n'y avait pas tant de monde que ça qui avait réfléchi à comment faire le mieux possible ce calcul-là. Et donc, depuis, et il le savait, enfin maintenant, tous les papiers qui essaient de faire ce genre de démonstration, à la fin, terminent avec, bien sûr, d'autres personnes vont essayer de le faire. Et donc, le calcul a été accéléré. Mais il n'y a aucun doute que l'échelle des calculs qu'ils ont fait là, ou des calculs faits dans le groupe de Jianwei Peng et Xiaoyang Yu l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, en Chine, font partie de calculs qui, quantiquement, ont un scaling correct, et alors que classiquement, ils ont un scaling exponentiel. Mais de toute façon, si on enlève le infaisable classiquement, c'est clairement infaisable, c'est fait en quelques secondes, c'est infaisable classiquement avec un système qui n'a une mémoire que de 53 bits. Maintenant, c'est faisable sur un ordinateur portable, mais un ordinateur portable, il a des milliards de bits de mémoire. Donc, il y a déjà un facteur d'échelle important. Et alors, c'est dommage parce que leur puce, elle avait 54 qubits à très bas bruit, mais il y en a un qui était HS. Et s'ils étaient à 54, ils étaient déjà beaucoup plus loin avec le scaling exponentiel. Mais bon. Donc, il y a des progrès en cours. Mais donc là, on est à la limite des choses faisables. Alors, pour revenir sur l'algorithme de Shor, en fait, qui factorise, donc ça factorise un grand nombre. C'est-à-dire si vous avez un nombre de n chiffres, vous le décomposez qu'en un temps n cubes, proportionnel au cube du nombre de chiffres. Donc là, j'ai pris un truc à 3, 6, 9, 12, donc 12 au cube, bon, quelques milliers. Voilà, c'est quelque chose qui grandit assez doucement. Mais ça, si je vous demande de trouver les 2 nombres premiers dont le produit fait 789 milliards 372 millions 468 799, vous n'allez pas y arriver. Personne ne va y arriver avec une machine classique. Alors que si je vous demande de faire la multiplication dans l'autre sens, bon, si vous avez le droit à une machine à calculer comme celle que je montrais tout à l'heure, vous allez le faire vite. Si je vous mets un pistolet, si je vous demande de le faire à la main, vous n'allez pas être content, mais si je vous mets un pistolet sur la tempe, ben, vous allez faire les efforts. Je veux dire, c'est un exercice compliqué, mais niveau primaire, si je puis dire. Un très bon élève de primaire est capable de faire cette multiplication. Un chercheur, il me semble que sur cette taille-là, dans l'autre sens, on ne peut pas, même en utilisant toute la puissance de calcul qu'il y a au ellipsis. Alors, il faudrait que je vérifie le nombre de chiffres, il n'y en a peut-être pas suffisamment. Ce qui se passe, c'est que les meilleurs algorithmes classiques connus sont en exponentielle, n puissance 1 tiers, donc c'est quasi exponentiel, alors que ça, c'est n cube, c'est beaucoup, beaucoup plus petit. Ça va... Si on avait un ordinateur quantique, ce qui est un grand si, on serait capable de faire ça rapidement. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça, c'est un problème naturel et qui est très étudié en maths, etc., et qui n'a rien à voir avec la physique. Et ça lève la question que je disais de manière caricaturale tout à l'heure, des physiciens qui disent aux informaticiens « vous n'avez pas le bon modèle de calcul », et des informaticiens qui disent « non, c'est que vous ne savez pas calculer », c'est que si la physique quantique est vraie, on peut utiliser la physique quantique pour résoudre des problèmes de maths. Une des questions, c'est quel est l'ensemble des problèmes de maths qu'on peut résoudre, etc. Mais ce n'est pas
c'est pas utiliser la physique quantique pour simuler la physique quantique, c'est naturel que ça se passe mieux. Ça, c'est des problèmes, la factorisation, qui n'a rien à voir avec ça. Alors en fait, il y a trois possibilités. Soit la physique quantique est fausse, ça, moi en tant que physicien de formation, ce serait super de pouvoir découvrir ça. Soit la physique quantique est classiquement simulable, effectivement les physiciens ne savent pas calculer. Donc ça serait super aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses en sciences des matériaux et autres en physique qu'on ne sait pas simuler classiquement, on pourrait gagner du temps. Et en plus, bonus, ça veut dire que des questions physiques ont trouvé le bon moyen de factoriser des grands nombres. Parce que si vous savez simuler la physique classique, vous pouvez simuler un ordinateur quantique. Ou alors, troisième option, le vrai bon modèle de ce qui est calculable avec un ordinateur, c'est un ordinateur quantique et pas un ordinateur classique. La machine, l'hypothèse de Church-Turing forte est fausse. Donc, c'est l'option la plus, je pense, qui aurait surpris le plus de monde il y a 40 ans si on l'avait posée, mais c'est celle qui est la plus sérieusement envisagée aujourd'hui. Et pour finir, donc ça c'est un cas, oui, où la physique change l'informatique. Après, toutes ces questions nous amènent à nous poser des questions de physique, et beaucoup de physiciens, dont moi par exemple, se mettent à s'intéresser à des questions d'informatique fondamentale par ce biais-là. Donc c'est un cas où l'informatique change la physique et la physique change l'informatique. Donc ça c'est un domaine de recherche passionnant, mais en termes d'application, la question c'est, ok très bien, les ordinateurs du 23e siècle, selon moi, seront des ordinateurs quantiques. Mais malheureusement, il est vraisemblable que personne dans cette salle ne verra les ordinateurs du 23e siècle. On aimerait bien, mais bon. Et la question, c'est, voilà, où on en est aujourd'hui et à quelle échéance de temps on peut, à quelle vitesse on peut avancer. Alors ça, c'est le problème, c'est, je suis un scientifique, et donc, on ne m'a pas fait signer en rentrant au CNRS une charte m'interdisant de regarder dans les boules de cristal, mais je crois que j'aurais quelques problèmes si je me vantais de regarder dans les boules de cristal pour savoir comment la technologie va évoluer. Donc je vais dire que je ne l'ai pas fait, et donc je n'en sais rien. Et il y a 20 ans, quand je faisais ma thèse, je disais, mais l'ordinateur quantique, ce sera l'ordinateur du 23e siècle. Si j'ai beaucoup de chance, j'en verrai un avant de mourir. Maintenant, ce n'est pas délirant de penser qu'on pourra avoir un ordinateur qui factorise des grands nombres dans 20 ans. Je ne dis pas que ce sera le cas, mais dans 15-20 ans, ça semble envisageable. Dans 40-50 ans, encore plus. Mais si dans 20 ans, c'est envisageable, il faut commencer à se poser des questions. La factorisation des grands nombres donnerait une attaque directe sur les protocoles de cryptographie que vous utilisez pour discuter avec votre banque, dès que vous avez besoin de communiquer en secret sans voir les gens, vous utilisez des programmes similaires. Donc, ça pose des problèmes. Alors, l'avantage pour ces scénarios catastrophes, c'est que faire un ordinateur quantique, c'est très difficile. Ce que je vous avais dit au départ, c'est que la physique quantique, ça s'applique aux systèmes tout petits. C'est des systèmes tout petits bien isolés. Tout petit, ça veut dire 1, 2, 3 atomes, pas un microgramme. Si vous avez un microgramme de matière, c'est nettement trop gros. Et comme c'est tout petit, c'est très sensible au bruit. Et en fait, dès que vous avez un peu de bruit, la physique quantique tombe très vite dans la physique classique, qui est bien modélisée par les machines de Turing, et vous perdez tout votre avantage. Donc, vous avez toujours des erreurs. Donc ça, c'est tiré... c'est approximatif, donc c'est pour ça que je l'ai mal dessiné. J'ai pris un graphe existant qui avait été publié par l'équipe de Google, mais je l'ai fait plus flou parce que tous les chiffres sont avec les mains. Donc le problème qu'on a, c'est que si votre système est trop petit et trop couplé à l'environnement, dès qu'il y a de la lumière qui va dessus ou quoi que ce soit, ça rajoute des erreurs. Et donc vous avez un taux d'erreur, donc là c'est une échelle logarithmique à peu près, par qubit, et qui nous maintient dans la zone grise, parce qu'actuellement, on a une cinquantaine de qubits et un taux d'erreur autour de 1%. Donc la machine de Google, dont je parlais tout à l'heure, c'est ce point-là.
qui est à la limite de ce qui est simulable classiquement. Alors, c'est simple, hein. Pour avoir moins de taux d'erreur, il faut mieux isoler la chose. Il faut mieux isoler notre système. Enfin, c'est simple. C'est compliqué, c'est beaucoup de boulot. Mais si vous isolez très bien votre système, il y a toute l'idée d'utiliser des spins nucléaires, ils sont naturellement isolés. Le problème, c'est qu'un système naturellement isolé, il est difficile à manipuler. Vous voulez faire des calculs, donc il faut que vous le manipuliez. Et donc, pour le manipuler, il faut que vous ouvriez une fenêtre, métaphoriquement. Donc, dès que vous couplez un champ magnétique à votre spin nucléaire pour pouvoir le manipuler, ben vous devez mettre le champ magnétique encore plus fort parce qu'il est bien isolé. Mais dans ce cas-là, cette fenêtre va faire rentrer du bruit avec. Et donc, il y a tout ce jeu d'isoler les bons degrés de liberté du système et pas les autres, et c'est très compliqué. Et au début des années 90, quand la question de l'ordinateur quantique a commencé à émerger, un certain nombre de physiciens et d'informaticiens aussi ont dit « mais c'est délirant votre truc ». Parce que le modèle idéalisé, on ne tient pas compte de ce taux d'erreur. Et fondamentalement, dès que vous avez des erreurs, elles vont se cumuler. Et en fait, vous pourrez faire votre calcul, il va coûter très cher et va être exponentiel en taux d'erreur. La manière dont c'est résolu dans les ordinateurs classiques, c'est déjà vos bits, par exemple sur un transistor, il va avoir 2 voltages, un voltage haut, un voltage bas, votre porte logique, et va passer brièvement entre les deux, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup d'électrons qui sont du bon côté de votre porte logique pour avoir ce bon voltage, donc vous avez une espèce de codage par répétition. Votre information, elle est copiée. Mais dès que vous faites ça, votre système est moins isolé, et en fait, ce qui se passe, c'est que la physique quantique nous dit, j'ai oublié d'en parler, on ne peut pas copier l'information quantique sans retomber dans le système classique. Et une autre astuce utilisée, c'est les codes correcteurs d'erreur. Vous savez, si je prends, au lieu d'avoir, pour prendre un exemple simple, au lieu d'avoir mon bit 0, j'écris 0, 0, 0, et si j'en ai un qui change, je vois que les deux autres sont différents, et donc je change celui qui est différent. Et pour faire ça, mais c'est un autre moyen de copier l'information. Intuitivement, ça ne semblait pas possible en information quantique. Et en 99, je crois, à la fois Stehan et Shor, indépendamment l'un de l'autre, ont montré qu'on pouvait quand même faire des codes correcteurs quantiques. Je vous passe les détails techniques, mais si vous avez... Et après, ça a été étendu à de la tolérance aux erreurs, mais fondamentalement, dès que vous avez un taux d'erreur suffisamment bas, et la question, on ne sait pas trop où il est précisément, là, je l'ai mis à peu près à 10-2 au départ. Enfin, il y a 20 ans, on l'avait mis à 10-5, il faut avoir des bons codes. Et pareil, cette ligne-là devrait être très floue. Dès que vous avez de la tolérance aux erreurs, vous pouvez faire échanger des qubits contre des erreurs. Vous pouvez en mettre beaucoup plus. Vous pouvez avoir un système plus grand qui va simuler un système plus petit, mais avec moins d'erreurs. Mais le problème, c'est que ça commence à marcher avec un grand nombre de qubits. Donc là, vous avez la zone verte qui utilise des codes correcteurs d'erreurs. Alors, moi, en tant que théoricien, je suis très content. Quand il y a eu ces résultats, très bien. Quand j'ai des nombres infinis de qubits de ressources, etc., tout à une bonne échelle, et je peux vous dire que les ordinateurs du 23e siècle, je me trompe peut-être, hein, c'est peut-être le 25e, mais seront quantiques. Après, en pratique, c'est très, très, très compliqué. Parce que là, les chiffres indiqués là, alors c'est peut-être un peu plus bas, mais c'est entre 10 et 100 000 bits quantiques pour pouvoir commencer avec un taux d'erreur à 1 pour 10 000, pour pouvoir commencer à avoir des machines qui peuvent factoriser les grands nombres et faire vraiment un ordinateur quantique universel qui est capable de tout faire, comme cet ordinateur-là est capable de tout faire, à quelques questions de puissance. Mais ça, c'est loin. Là, je dis, moi, il faut juste 10 000 avec un taux d'erreur de 1 sur 10 000. On en est à 50 avec un taux d'erreur de 1%. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Et donc, c'est pour ça que cette zone-là, on ne sait pas du tout quand elle est. Et une très grande question ici, et il y a un vrai point d'interrogation, c'est à partir du moment où on arrive dans la zone qu'on ne sait pas simuler classiquement. Ça veut dire que de manière formelle,
ces machines peuvent avoir une évolution contrôlée qui ne peut pas être utilisée, qui ne peut pas être simulée par un ordinateur classique, même un superordinateur. Donc là, on peut envisager d'avoir des applications à court terme. Mais là, c'est un domaine où il y a beaucoup d'erreurs, ce n'est pas un domaine propre théoriquement. Il faut faire des essais. Alors, il y a des catégories d'applications qui peuvent être envisageables assez vite, c'est la simulation de la physique quantique. C'est des applications en chimie, donc en pharmacie, en sciences des matériaux, en électronique, pour essayer de trouver les bons matériaux. Parce que là, évidemment, les machines quantiques peuvent être très alignées avec la physique qui se passe dans le dispositif. Un peu comme des machines analogiques qui ont été utilisées dans les années 70 pour résoudre certains problèmes. Et une question, et qui est un domaine qui a énormément le vent en poupe en ce moment, c'est est-ce qu'on peut utiliser ça en intelligence artificielle? Le domaine de l'apprentissage automatique quantique, où fondamentalement une bonne partie des systèmes de machine learning actuels, c'est de l'optimisation de paramètres de circuits. Si on remplace ce circuit par un circuit quantique, ce que fait le circuit va être, ce que peut faire le circuit qu'on va optimiser peut être beaucoup plus large que ce que peut faire un circuit habituel à même puissance. Mais après, la question, c'est oui, mais comme l'espace des paramètres est plus grand, l'optimisation est plus compliquée. Et beaucoup de progrès en machine learning se sont faits avec des vraies machines, et même juste des changements de paramètres extérieurs, comme pour ceux qui étaient là à la conférence, c'était la dernière ou l'avant-dernière, sur la connectivité des machines et sur les réseaux de neurones. Mais les progrès, il y a un certain nombre de progrès quantitatifs qui ont été faits récemment, la révolution actuelle du machine learning. Le modèle fondamental était connu depuis très très longtemps. C'est juste, il n'y avait pas assez de données, les machines n'étaient pas assez puissantes et on ne savait pas précisément où était le seuil. Moi, quand j'ai fait mes études, les réseaux de neurones, c'était complètement has-been. C'était une très belle idée, mais qui n'allait jamais marcher. On le savait maintenant pourquoi. Et maintenant, vous en avez partout. Dès que vous avez de l'intelligence artificielle quelque part, vous en avez dedans, parce qu'il y a eu un changement. Il n'y a pas eu de changement fondamental, c'est juste un changement quantitatif. Mais ça, c'est des choses qui ont été découvertes en jouant avec les machines, enfin en jouant, en travaillant beaucoup. Le quantum machine learning, c'est une des questions, c'est qu'on n'a pas encore les machines. Donc on fait de la théorie où on commence à avoir quelques machines sur des problèmes joués. Donc, et ça, c'est des choses où, si ça marche, on peut envisager d'avoir des applications assez vite, donc à 10-15 ans. Et je vais terminer là-dessus, et juste pour dire que moi, en tant que physicien dans un laboratoire d'informatique, n'oubliez jamais que vos machines sont implémentées sur de la physique et que les lois de la physique peuvent changer fondamentalement le calcul. Alors, j'avoue, ce n'est pas toutes les décennies qu'on a une nouvelle idée comme l'information quantique qui émerge. Et d'ici qu'on ait des ordinateurs relativistes ou à base de trous noirs, il faudra encore attendre un peu. Mais il y a quand même des questions intéressantes qui lient physique et informatique, et pas juste pour simuler la physique. Merci beaucoup, Frédéric. Je propose qu'on passe aux questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'en ai une. L'algorithme de Shor, il est dans ton carré, là? Ça c'est la machine de Google à 50 qubits, qui est très difficile à simuler classiquement, mais c'est un calcul complètement inutile. Donc, on est là aujourd'hui, et le paradis, il est là. D'accord, mais même l'algorithme de Shor, il n'est pas dans le carré gris. Ah non, le carré gris, c'est le contraire. Le carré gris, c'est la partie... Non, soit le carré, le deuxième, là. Short term application. Non, c'est pas à court terme. D'accord, c'est pas à court terme. Non, les applications à court terme, c'est quelque chose de plus flou. Mais beaucoup de monde travaille dessus, notamment ces dernières années. Bon, il y a évidemment le cas... que connaît tout universitaire qui a commencé à parler avec des industriels, qui est les questions que se posent les industriels n'ont rien à voir avec l'image que l'universitaire pense que les questions se posent l'industriel. Et c'est très intéressant, ou ça peut être,
d'interagir avec des industriels pour savoir quels sont vraiment leurs cas d'utilisation, parce que ça peut poser des questions de recherche intéressantes. Et parfois, on peut leur dire « Ah, mais ça, votre problème, il est connu, la solution théorique, elle est connue depuis longtemps. » Mais le plus souvent, c'est des questions différentes. Tu parles d'un avenir très lointain, là tu as dit le 23e siècle, ou on ne sait pas trop, hein, pour les machines quantiques. Mais est-ce qu'il n'y aura pas une étape intermédiaire où on aura des coprocesseurs quantiques? Oui, mais c'est... Des choses comme ça. Et là, dans quel carré, toujours par rapport à cette figure-là? C'est progressif. C'est l'avenir lointain. Je sais qu'au 23e siècle, il y en aura. Je pense qu'il y en aura plutôt au 21e. Mais ça, après, ça devient des paris si on avance. Enfin, je sais. C'est un moyen de ne pas m'engager. Après, si tu prends la factorisation des grands nombres, donc, ce qui était intéressant, c'est que justement l'algorithme de Shor, donc il a une complexité cubique, mais même si on pose des questions de théorie de la complexité, donc c'est juste savoir, grosso modo, quel type de fonction décrit la chose et pas quelles sont les vraies performances d'une machine. Mais il y a... quel est ce moment, j'ai oublié, mais il y a un certain nombre de chercheurs qui ont dit, mais si on peut regarder l'algorithme des cribles de nombres utilisés pour factoriser les grands nombres, il y a beaucoup d'étapes où il y a de la recherche. Ils réduisent le nombre d'essais à faire pour les facteurs, enfin pas pour les facteurs, mais pour d'autres choses. Et qu'est-ce qui se passe si cette recherche-là, on utilise des ordinateurs quantiques plus petits pour accélérer ce bout-là, même s'il n'est pas assez grand? Et en fait, ça reste exponentiel, mais ça change les exposants qu'on a là, et donc ça accélère déjà. Après, le côté plus pratique, ça c'était Rod Van Meter, je crois, il y a 10 ans à peu près, avait regardé précisément, a fait un plan d'un ordinateur quantique pour voir combien de qubits il fallait pour factoriser un grand nombre. Mais fondamentalement, le problème, c'est que faut quelque chose de grand parce que, donc suivant les hypothèses qu'on prend, on peut commencer à avoir quelque chose avec de la tolérance aux fautes à partir de milliers ou de dizaines de milliers. Enfin, disons, on va être optimiste, à partir de milliers de bits physiques pour encoder un bit logique. Donc ça nous coûte 1000 fois plus cher. Donc ça nous rajoute un seuil qui fait que pour tous les petits nombres, les systèmes classiques, même si c'est exponentiel, vont quand même être plus intéressants. Il faut aller encore plus loin pour avoir un avantage. Donc il y a cette énorme... Mais effectivement, il y a toute la question de... et une des questions quand on parle aux industriels... Enfin, maintenant, on a des machines qui ne sont pas si loin. Il y a 10 ans, il y a 15 ans, ça ne servait pas à grand-chose de faire des modèles détaillés du calcul parce qu'on ne savait pas ce qui allait être cher, ce qui allait être facile, ce qui allait être compliqué. Il y a 36 modèles pour l'instant encore de calcul quantique. On n'a pas encore le silicium l'équivalent du silicium de l'ordinateur classique. Donc, les seules choses qui intéressaient vraiment les informaticiens, qui s'intéressaient à ça, c'était les questions de complexité. Mais une fois que les grandes questions, entre guillemets, faciles, enfin il y en a toujours, ont été résolues, ils ont cherché d'autres questions. Et c'est un moment où les expérimentateurs commençaient à avoir des machines pas trop affreuses, même si c'est dans ce domaine-là, où ça commence à être intéressant de faire des hypothèses. Et donc c'est là où on commence à compter les bits, est-ce qu'il faut que je fasse un code correcteur d'erreur adapté ou pas, et donc essayer d'optimiser, essayer de rapprocher cette ligne verte le plus proche possible. Et si j'ai quelque chose même qui change pas de classe de complexité, mais où j'ai un gain même constant, mais si j'ai un gain d'un facteur 2 ou 3, ça intéresse beaucoup les industriels. Si un calcul qu'ils font, et notamment, il y a beaucoup de contacts avec la recherche opérationnelle, et sur beaucoup de systèmes où il faut regarder systématiquement les solutions, beaucoup d'industriels sont venus nous voir pour être... Pas pour avoir un ordinateur quantique demain, ils savent me dire, mais peut-être que comme d'un point de vue théorique, on pourrait faire le calcul en utilisant un algorithme type Groover dans un temps, la racine carrée. Donc ça revient, l'algorithme de base étant exponentiel, on change la valeur de l'exponentielle, ça peut faire quelque chose de beaucoup plus court. En pratique, on ne va pas y arriver. Mais comme ça nous laisse une grande marge, peut-être que dans ces machines faisables à court et moyen terme, on peut gagner 10%, 50%, un facteur 2, un facteur 10. On ne sait pas. Et donc après, là, il faut regarder les détails du problème. Sans violer le secret industriel,
on peut avoir une idée des questions que les industriels se posent et sur lesquelles ils viennent interroger les informaticiens quantiques? Oui, oui, oui. Puis sans violer le secret. Je veux dire, il y a eu des pubs, enfin, il y a des engagements publics de Thales, EDF, qui d'autre Atos. Oui, mais Atos, c'est pour faire les calculs. C'est pas l'utilisateur final. Airbus. Donc il y a des questions aussi de voir si on peut faire des systèmes de mécanique des fluides qui peuvent être, donc là, qui intéressent beaucoup Airbus. Des questions d'électromagnétisme, des questions, par exemple, une question de recherche opérationnelle dans la sûreté des centrales nucléaires. En fait, ils ont des scénarios avec tout ce qui peut mal se passer et ils doivent chercher toutes les combinaisons possibles pour être sûr qu'il n'y ait aucune combinaison qui ait une probabilité plus de 1 sur 1 million d'arrivées par an. Ou, enfin, je donne les chiffres complètement au hasard. Mais ça, c'est quelque chose, c'est un algorithme qui est très peu structuré, où il faut aller chercher toutes les possibilités. Et c'est là où peut-être que des systèmes d'optimisation fondés sur l'algorithme de Groover ou par recherche adiabatique ou autre pourraient marcher. Peut-être. Après, c'est toute la question. Est-ce que l'algorithme formulé comme les industriels le font a une accélération ou pas? On ne sait pas comment, parce qu'il y a quelque chose, si vous avez fait un peu de programmation, vous avez sans doute déjà utilisé un if then else. Le problème du if then else, c'est que c'est une opération qui n'est pas réversible. Le calcul quantique est fondamentalement réversible. Donc il y a des choses abstraites qui nous disent que fondamentalement on peut s'en sortir en trichant un peu, mais ça veut dire qu'il faut trouver un langage de programmation pour exprimer ces idées clairement sans avoir besoin de branchements conditionnels ou en ayant assez peu pour faire des algorithmes efficaces, qui est des choses pas évidentes non plus. Ça revient en somme à revisiter complètement toute l'idée algorithmique. Une grande partie, parce que la question de l'ordinateur, oui, mais la question de l'ordinateur réversible avait déjà été envisagée dans les années 70 par Bennett, justement, sur des liens entre calcul et thermodynamique, et qui a montré que, fondamentalement, alors que pendant un moment, on pensait que une porte logique, typiquement une porte AND ou OR, telle qu'on l'utilise, efface un bit d'information à chaque fois, parce qu'il y a 2 bits d'entrée et 1 bit en sortie. Donc ça augmente l'entropie de Kt ln de 2. Donc c'est un coût de K ln de 2, donc c'est un coût énergétique minimum de Kt ln de 2. Mais le fait qu'on puisse faire des calculs réversibles montre qu'il n'y a pas de coût fondamental en termes d'énergie au calcul. Et donc c'est des choses, une revisitation des questions fondamentales d'algorithmique qui avait déjà été commencée par quelques-uns, mais qui n'avait pas vraiment d'application pratique. Et se pose la question, est-ce que, enfin, on commence à avoir entré à former des gens pour les questions d'algorithmique, mais quelle est la bonne manière? Je n'ai pas suivi, comme je ne suis pas informaticien de formation, j'ai vraiment du mal à comprendre mes collègues qui font de la théorie des catégories pour essayer de faire des designs de langage d'informatique. Je ne comprends pas, mais il y a beaucoup de réflexions pour savoir comment changer les langages, avoir des langages de programmation adaptés au quantique. Ce que j'ai vu et que je peux utiliser, c'est au mieux l'équivalent d'un assembleur. C'est des choses qui disent vraiment, je bouge, je prends telle porte logique et telle autre, et après, derrière, des programmes d'optimisation qu'on appelle des compilateurs pour essayer d'adapter ça à la vraie topologie des vrais circuits, mais pas de programmation haut niveau. Et pour moi, à ce stade-là, le C est déjà beaucoup plus haut niveau comme langage que ce qu'on a pour manipuler des circuits quantiques. Donc Mais pour revenir, un dernier point, parce que ça revisite complètement l'idée d'algorithmique, pour moi, ça semble être le cas. Néanmoins, Peter Shor, il est informaticien de formation. Le groupe en algorithmique pure quantique, c'est plus le groupe de l'Université Paris-Cité chez nous qui travaille dessus, même si on a Alex Bredayer-Grillo chez nous, mais qui est issu de cette équipe-là. Et c'est des gens, un certain nombre d'entre eux, ils ont une formation d'informaticien et d'algorithmique
qu'ils ont adaptées, et ils ont trouvé des idées qui ne seraient jamais venues à l'esprit d'un physicien pour résoudre des problèmes. Donc il y a quand même de la... C'est pas un autre machin que j'appelle algorithmique par analogie vague, ça refonde beaucoup de fondements, ça change beaucoup de fondements, mais ça reste de l'algorithmique. Merci pour votre exposé, très intéressant. Et donc, j'ai une question probablement naïve et peut-être prématurée, que vous avez légèrement évoquée dans la réponse précédente, c'est celle des coûts énergétiques. Alors, c'est une question qu'on se pose beaucoup, depuis peu, mais d'un point de vue... En fait, c'était un moyen même de Google de vendre leur machin, c'est que oui, la machine quantique, pour marcher, doit avoir un cryostat et à très basse température, etc. Donc, ça a un coût énergétique important. Mais ce coût, il est le même qu'on ait 50 qubits ou qu'on en ait 10 000, ou c'est à peu près le même à cette échelle-là. Parce que l'essentiel, c'est vraiment de descendre. C'est des microwatts à évacuer, c'est pas grand-chose. Et comme le calcul est fondamentalement réversible, le coût est absolument négligeable. Après, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quand on a un gap, enfin, les trucs qui marchent à peu près, on a des très mauvais qubits, etc. Donc on regarde des algorithmes où le gap entre le classique et le quantique est exponentiel. Donc même si on est très mauvais sur l'exponentiel nous permet d'avoir un gain un peu en calcul. Et ça nous fait moins d'opérations, et au total, ça coûte moins en énergie. Mais fondamentalement, il y en a qui se disent qu'on pourrait réutiliser même des techniques du calcul quantique, mais pour faire juste du calcul classique, mais en utilisant un certain nombre de techniques de ce genre-là. Et comme c'est réversible, on pourrait gagner en énergie. Donc, c'est une question qui se pose. J'ai jamais vu, j'ai des réponses de théoriciens. J'ai un certain nombre de collègues qui veulent évaluer la chose sérieusement, mais ça n'a pas encore été fait. Et ils n'ont pas encore... J'ai entendu dire que c'était compliqué d'évaluer le coût énergétique d'un compilateur ou d'un truc comme ça classique. Mais je crois que ça n'a pas encore été... Le lien ne s'est pas encore fait entre les communautés. Mais a priori, il n'y a pas de raison que ça coûte plus cher, malgré l'apparence... L'exemple de Google, c'était que le calcul... Mais le problème, c'est de voir ce que ça donne sur des calculs utiles. Et le calcul de Google, ça coûtait moins cher. Ils avaient qu'une 50aine de bits. Et même avec le cryostat, ça coûtait moins cher que les calculs classiques, moins cher en termes de joules ou de watt-heure, comme vous préférez. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Frédéric. Merci.